Alors, bonjour. Je suis désolé de ne pas être présent à cette importante journée d'études sur la liberté d'expression. Je suis désolé de ne pas être présent en personne. Toutefois, grâce à notre collègue et ami Pierre Lesage, j'ai pu enregistrer des propos que j'ai l'intention de partager avec vous aujourd'hui dans le cadre de cette journée. Une contribution qu'on m'a demandé de préparer qui porte sur la liberté d'expression, mais essentiellement sur comment se présentent et comment se définissent les limites à l'expression de propos controversés en droit canadien. Alors, essentiellement, il va être question de rappeler comment la liberté d'expression est protégée au Canada, mais surtout, on va insister sur les principaux modèles et les principaux types de raisonnement à partir desquels se structure l'évaluation des limites à la liberté d'expression, notamment à l'égard des propos controversés. Un petit rappel, la liberté d'expression a un caractère constitutionnel, donc elle trouve application sauf et uniquement sauf lorsqu'une règle de droit y impose une limite. C'est le principe donc, de la supralégalité de la liberté d'expression. Le principe qui veut que les limites qui sont imposées par les lois à la liberté d'expression doivent être raisonnables et pouvoir se justifier dans une société libre et démocratique. Et par conséquent, les limites qui découlent d'autres normes que les lois ou les règlements n'ont pas le même caractère obligatoire. Non pas qu'elles sont pas importantes, non pas qu'elles sont pas pertinentes ou parfois légitimes, mais elles ne sont pas obligatoires. Et mais par contre, ces limites découlant d'autres normes finissent par filtrer dans le droit, parce que le droit commun et plusieurs lois vont renvoyer à l'évaluation du caractère raisonnable d'un comportement ou d'une activité expressive. C'est cet aspect-là de la liberté d'expression que auquel nous allons porter attention dans les prochaines minutes. Bien sûr, le fait de se sentir offensé n'est pas une raison suffisante pour punir par la loi une activité expressive. La Cour suprême l'a rappelé dans l'affaire Ward. Il n'y a pas une telle chose. Autrement dit, le seul fait que le propos soit offensant ou choquant n'est pas une raison pour le punir par la loi. En fait, si on admettait cette proposition, on arrêterait de parler de liberté d'expression, parce que dès lors que quelqu'un est offensé, on n'a plus le droit de dire quelque chose. On dit, le champ de la liberté d'expression serait limité uniquement à ce qui n'offense pas, ce qui apparaît difficile à concilier avec l'existence d'une liberté garantie dans la Constitution. Cela dit, la liberté d'expression est toujours limitée. Elle est limitée par les lois, bien sûr, et ce qui découle du caractère constitutionnel de la liberté d'expression, c'est que ces lois ne peuvent imposer que des limites raisonnables et justifiables. Mais elle est limitée aussi du fait des mœurs. Ce qui est tenu pour acceptable à une époque ne l'est pas nécessairement à une autre époque. Ce qui est perçu comme raisonnable ou acceptable à un moment donné de l'histoire ne l'est pas nécessairement dans une autre période historique. Tant et si bien que les mœurs ont un effet sur la façon dont se structurent les limites et les raisonnements qui permettent d'apprécier la portée des limites qui sont appliquées à la liberté d'expression. Mais ce sont des limites beaucoup plus diffuses et elles vont se retrouver dans le droit souvent par le truchement de notions qui renvoient l'interprète à une évaluation des comportements ou de la raisonnabilité. Et c'est là qu'on retrouve des notions comme la personne raisonnable ou l'intérêt public, qui sont des notions qui sont des notions à contenu variable, à tout le moins indéterminé, qui généralement se caractérisent par une obligation pour l'interprète à évaluer la situation, à évaluer le contexte dans lequel le propos, l'activité expressive s'est déroulée. Et ces notions de personne raisonnable et d'intérêt public, elles participent à la détermination du sens de plusieurs règles de droit. Et c'est ce lien entre ces notions
et les limites aux libertés expressives qu'il importe d'examiner de plus près. Et c'est ce que je vous propose de faire dans les minutes qui viennent. Ces limites découlant de notions comme la personne raisonnable, est-ce que le comportement est un comportement d'une personne raisonnable ou de l'intérêt public, ne sauraient imposer des limites qui iraient au-delà de ce qui est raisonnable dans une société démocratique. Si on raisonne autrement, ça revient à dire que dès lors que l'on définit quelque chose comme une bonne pratique ou comme conforme ou non à l'intérêt public, ou conforme ou non à ce qu'on pense être une personne raisonnable, ça viendrait en quelque sorte subordonner la liberté d'expression à toutes ces normes qui sont présentées comme énonçant une obligation de respecter l'éthique, de respecter les bonnes pratiques, éventuellement de respecter les sensibilités des uns et des autres. Donc, autrement dit, on ne peut pas subordonner la liberté d'expression à ces normes, on ne peut pas subordonner la liberté d'expression à une ou l'autre des conceptions de l'éthique que l'on peut vouloir imposer. On peut faire illustrer ce phénomène-là à partir du droit à la réfutation. En fait, pour que la diffusion d'une information préjudiciable à la réputation de personne puisse être punie, il faut démontrer qu'il y a eu une faute. Et une faute, ben, c'est, en droit civil québécois, un comportement qu'une personne raisonnable n'aurait pas eu. Et donc, évidemment, on comprend tout de suite que plus on définit largement ce qui constitue une faute d'atteinte à la réputation, plus on restreint la liberté d'expression. Et c'est ce que la Cour suprême du Canada exprimait dans l'affaire Malhab, où la Cour dit ben, ce que l'on accorde au droit à la réfutation, ben, on le retranche à la liberté d'expression. Par conséquent, c'est dire l'importance d'identifier de quelle façon devrait se définir une notion floue comme la notion de personne raisonnable. Alors, évidemment, ça ne peut pas être simplement le fait que le propos est déplaisant. Par définition, le commentaire public peut être déplaisant et des tribunaux considèrent que même des commentaires exagérés, même les opinions exagérées, peuvent être raisonnables. Autrement dit, une personne raisonnable peut exagérer, et donc on ne peut pas simplement décréter que une personne raisonnable est une personne qui ne choque pas ou ne déplaira à personne. En somme, ce que le droit de la diffamation enseigne, c'est qu'il faut tenir compte du contexte et une des façons de tenir compte du contexte, c'est de renvoyer la personne qui interprète la règle de droit à l'analyse de la situation concrète dans laquelle se trouve le locuteur ou la locutrice. Et comme le signale Louise Langevin dans son étude de 2005 sur la personne raisonnable dans le Code civil du Québec, ben, cette notion de personne raisonnable peut évoluer selon le contexte social. Elle signale que des choses qu'on jugeait non fautives il y a une trentaine d'années et qui aujourd'hui sont considérées comme étant pas compatibles avec le comportement d'une personne raisonnable. Et donc, il y a dans cette notion de personne raisonnable un mécanisme par lequel un curseur va permettre de maintenir une certaine adéquation entre ce qui est tenu pour légitime au regard des mœurs et des idées en vogue et la raisonnabilité des limites qui sont apportées à la liberté d'expression, notamment par l'application du droit de la diffamation. En somme, la raisonnabilité, ce que ça permet de montrer, c'est que la raisonnabilité est évaluée dans une pluralité d'univers normatifs. L'interprète du droit de la diffamation va évaluer les idées en vogue, les mœurs, va être forcément influencé par ces idées. C'est ce qui va lui permettre de se représenter ce que constitue au moment où il doit appliquer la loi une personne raisonnable. Cependant,
Le raisonnable, dans un univers qui garantit la liberté d'expression, doit être défini en respectant le pluralisme. On ne peut pas se fonder sur un seul courant pour évaluer si une faute a été commise. En matière journalistique, par exemple, dans cette étude de 2015, j'ai tenté de montrer que si on ne prend pas de précautions minimales pour définir la notion de journaliste raisonnable, ben, ça peut donner des résultats inconciliables avec la liberté d'expression. Ça peut faire en sorte que une vision de l'éthique journalistique, une vision de ce qui est le bon journalisme pourrait, en quelque sorte, venir supplanter la supra-légalité de la liberté d'expression. Autrement dit, on ne se demanderait pas si la personne a évalué, a exercé correctement sa liberté d'expression, mais on se demanderait si la personne a été conforme à un code de déontologie ou à une autre norme, souvent des normes qui ne sont même pas prévues directement dans la loi. Même chose pour la vérité. Les tribunaux ont toujours eu beaucoup d'hésitation à considérer que la vérité était une donnée immuable. Il faut regarder au niveau de la raisonnabilité du système de validation dans lequel s'inscrit une affirmation. Et on retrouve parfois des décisions judiciaires où le tribunal a tenu compte du fait qu'il peut arriver que quelqu'un se réclame d'un certain type de vérité compte tenu de la démarche dans laquelle il est engagé. Par exemple, le journalisme polémique ou le journalisme engagé pourra s'appuyer sur des raisonnements en termes de validation et de détermination de la vérité qui ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux qui prétendent pratiquer un journalisme moins militant. Une autre notion floue qui est souvent utilisée dans le droit, ben, c'est l'intérêt public. Et le même raisonnement peut être fait à l'égard de l'intérêt public. C'est une référence à un état de fait, à une qualité, une situation dans laquelle s'inscrit une société, s'inscrit une activité expressive. Et dans les sociétés pluralistes, il y a plusieurs conceptions d'intérêt public. L'intérêt public d'une publication comme le Journal de Montréal, dans cette publication-là, ne définit pas nécessairement l'intérêt public, de la même façon que dans une publication comme le Journal Le Devoir, par exemple. On peut regarder parfois la façon dont on hiérarchise les nouvelles pour s'en convaincre. En somme, pour assurer une application compatible avec la liberté d'expression, il faut reconnaître qu'il y a dans les sociétés démocratiques coexistence des diverses conceptions de l'intérêt public. Et c'est lorsqu'on en privilégie une seule au détriment de toutes les autres qu'on est à risque de méconnaître la liberté d'expression. Deuxième exemple que je voulais signaler pour identifier les limites à la liberté d'expression, c'est lorsqu'on utilise des ressources publiques à des fins expressives, puisque il y a tout un autre courant de limites à la liberté d'expression qui s'explique par le fait que le locuteur utilise des fréquences ou des ressources publiques. C'est l'exemple des fréquences radioélectriques qui constituaient jusqu'à tout récemment la principale, sinon l'unique ressource qu'on utilisait pour faire des émissions de télévision, de radio. Et les fréquences sont considérées au Canada et dans beaucoup de pays comme un bien à caractère public. Et donc, contrairement à d'autres environnements expressifs, il n'y a pas le droit, a priori, d'obtenir une fréquence pour s'y exprimer. Et on ne peut pas non plus prétendre s'approprier une fréquence à l'exclusion de tous les autres citoyens. C'est ce qui justifie une disposition comme... D'ailleurs, le principe est d'ailleurs reconnu par la loi canadienne sur la radiodiffusion en disant que le système canadien de radiodiffusion utilise des fréquences du domaine public et ça constitue un service public essentiel pour le maintien de l'identité nationale et la souveraineté culturelle. Et au nombre des règles qui sont imposées au nom de ce caractère public des fréquences radioélectriques, il y a l'obligation selon laquelle
la programmation devrait être de haute qualité. En fait, les citations de l'article 3.1 G et H sont celles du projet de loi C11, qui n'est pas tout à fait, n'est pas encore adopté au Canada, au Parlement, mais qui prévoit de modifier la loi sur la radiodiffusion. Mais à cet égard-là, les alinéas 3.1 G et H ne changent pas grand-chose par rapport au libellé actuel de la loi sur la radiodiffusion. Alors, c'est précisément au nom de ces notions de programmation de haute qualité qu'on introduit dans la réglementation des médias électroniques un renvoi aux bonnes pratiques de programmation, aux bonnes pratiques de travail journalistique. Et c'est au nom de ces principes de haute qualité et d'équilibre qu'en son temps, le CRTC, à une époque où il était davantage éveillé aux enjeux de régulation des propos controversés, à ce moment-là, le CRTC avait mis en place différentes règles pour notamment encadrer la diffusion de propos controversés dans les médias de radio et de télévision. Avec le monde connecté, de plus en plus, ce sont les données massives qui se présentent comme cette ressource collective du monde connecté. En tant que ressources permettant de générer de la valeur, on peut se demander si elles ne vont pas remplacer les fréquences radioélectriques comme espace ou comme ressources publiques servant à l'activité expressive, ce qui permettrait de fonder des limites, souvent des limites plus strictes du fait qu'on utilise des ressources à caractère public pour s'adonner à une activité expressive. C'est ce qui explique, par exemple, que en droit canadien, la faculté de s'exprimer à la radio est plus restreinte que celle de s'exprimer dans un média imprimé. Sur Internet, beaucoup de chercheurs se demandent s'il ne faudrait pas aussi identifier des repères pour encadrer l'exercice des libertés expressives dans l'environnement en ligne, l'environnement qui, on en convient, opère selon des modalités radicalement différentes de celles des médias diffusés, médias électroniques diffusés. En conclusion, en fait, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est le fait que lorsqu'on interprète la liberté d'expression, lorsqu'on interprète ses limites, il faut tenir compte de l'impératif de s'assurer que ces limites ne sont pas comprises comme venant supplanter a priori l'existence même de la liberté d'expression. Il faut s'assurer que ces limites sont comprises et appliquées en s'assurant que cela donne des limites dont on peut démontrer le caractère raisonnable et justifiable dans une société démocratique. Sinon, c'est comme si on ramenait la liberté d'expression à un degré, à un rang inférieur. C'est comme si finalement on n'acceptait pas d'y donner plein effet. Je m'arrête ici. Je vous remercie de votre attention. Je suis profondément désolé de ne pas être physiquement présent aujourd'hui avec vous, mais je formule le vœu que la prochaine fois, nos horaires seront plus compatibles et que nous pourrons avoir la chance d'en parler de vive voix.